Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International et nous vous invitons à suivre l'émission On en parle à Taïwan. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez On en parle à Taïwan en compagnie de Lisa Dufaux, Floriane Day et François-Xavier Boulet. Alors, quels sont les sujets de l'émission d'aujourd'hui ? Alors, pardon, vas-y Floriane. Moi, c'est un sujet qui donne mal à la tête, c'est les migraines. Oui, oui, oui. Moi, je vais vous parler d'objets Taïwan qui appartiennent à une collection de musées suédois et qui doivent venir à Taïwan pour une exposition à Pingdong, dans le sud de l'île. Et puis, pour éviter de trop déménager, d'avoir le tournis ou surtout de dépenser trop d'argent dans les transports, je vous propose de rester à Pingdong, où a lieu ce week-end la toute première compétition de fusée de tout Taïwan. Voilà. Alors, on va commencer par Eh bien, vas-y, la compétition de fusée. honneur aux hommes. Eh bien, c'est parti. Une fois n'est pas coutume. Non, en fait, c'est une compétition qui a lieu déjà depuis vendredi et qui se termine ce dimanche. C'est la toute première compétition de fusée de Taïwan qui est organisée conjointement par les autorités locales, donc le comté de Pingdong, avec l'agence spatiale taïwanaise, donc la TASA. D'accord. Voilà. Et alors pourquoi c'est la toute première ? Parce que ça n'existait pas avant, bien évidemment, et surtout parce que Taïwan vient d'avoir un site national de lancement de fusées. Et c'est bien sûr dans le comté de Pingdong, voilà pourquoi le comté a voulu marquer le coup et puis faire un petit peu la promotion de ce site et puis essayer d'attirer tout un engouement pour cette culture du développement spatial taïwanais. D'accord. Mais ce site existait, enfin, il était déjà consacré à l'aérospatial avant, non ? Eh bien, oui et non, au sens où il n'y avait pas de site au niveau national Oui, de lancement de fusée, mais il y a plusieurs universités qui empruntaient le petit bout de la baie, en fait, de ce village. C'est ça ? Voilà. Ouais. Pour pouvoir lancer leur fusée hybride. Oui, c'est ça, c'est test. juste un changement de statut du site. Voilà. Et c'est en fait, c'est un énorme changement de statut. C'est plusieurs milliards de dollars taïwanais derrière parce qu'il y aura une route adéquate avec un tunnel percé dans la montagne pour avoir un accès plus direct. D'accord. L'idée, c'est d'avoir des fusées qui ne sont pas seulement de la recherche universitaire, mais vraiment le lancement aussi, peut-être sur le long terme, des satellites taïwanais sans devoir passer par d'autres sites de lancement aérospatiaux internationaux, en fait. Mais je me Alors rappelle... là, c'est dans plusieurs dizaines d'années. Hein. Il y a un moment, enfin il y a plusieurs années, j'étais passée tout près. Oui. Et il me semble que c'était un site de course de voitures, c'est ça, qui est très grand. Oui. Et ça avait aussi été utilisé pendant la fête des lanternes à Pingdong parce que c'était un des rares endroits qui était justement suffisamment grand pour accueillir un événement de cette ampleur. Donc c'est un espace qui a été utilisé par différentes organisations ou pour Tout différents événements de grande ampleur en fait. C'est un des rares avec cette surface-là parce que Pingdong est très montagneux. C'est ça, donc c'est un lieu qui se prête à ce type d'événements et qui se prête aussi finalement à une accessibilité qui est déjà pas optimale mais qui est déjà en cours. Et bien sûr, bon, comme on le disait, il y aura un tunnel d'accès plus rapide, il y aura beaucoup d'infrastructures qui vont être construites, il y aura le site de recherche aussi de la TASA, donc de l'agence spatiale taïwanaise, qui aura une antenne sur place. Il y aura beaucoup de choses à disposition, mais c'est vrai que le site se prête fortement à ça, sachant qu'il y avait 2 sites en discussion, et c'est celui-là qui a été retenu. Et du coup, pour en faire la promotion et puis attirer un petit peu les jeunes dans cette aventure, pour vraiment qu'il y ait une formation de talent derrière et pas que un investissement, des infrastructures, puis après, personne n'est formé à Taïwan, quoi. C'est dans cet objectif que cette première compétition de fusée a lieu depuis vendredi et elle réunit 15 équipes de lycées et d'universités de Taïwan. Et chaque équipe doit non seulement concevoir, mais aussi construire et puis tester leurs petites fusées qui doivent être capables finalement d'être lancées avec un amérissage sûr, mais surtout une collecte de données. Donc l'idée, c'est pas tant de réussir le lancement d'une fusée, peu importe la longueur, la distance et tout, mais surtout d'avoir la collecte de données pour pouvoir exploiter ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, depuis le fuselage jusqu'à la propulsion. C'est un petit peu toutes ces données scientifiques qui sont étudiées et mises à l'épreuve dans cette compétition, en fait. Quel genre de données sont collectées ? Alors, toutes les données, justement, depuis la propulsion, donc du moteur, depuis le fuselage de la fusée, est-ce qu'il est prêt à résister à une certaine pression et puis
je sais pas comment on appelle ça, des tremblements ou des différentes pressions et tensions en fait, avec une fois qu'il est propulsé dans l'espace, les frottements aussi avec le vent et puis l'air et les différentes strates. Et donc c'est tout ça qui est pris en compte. Ce qui est pris en compte aussi, Peut-être il y a la vitesse, la température, jusqu'où elle arrive à monter avant de redescendre aussi, j'imagine, l'altitude. exactement, sachant qu'au niveau technique, chaque fusée elle doit répondre à des critères de sélection en fait, de cette compétition notamment. Elle doit afficher une poussée totale de 4700 newtons-secondes. Donc ça, c'est la vitesse de propulsion de la fusée qui doit être prise en compte dans les données. Ah oui, bien sûr, les newtons-secondes. Mais oui. Voilà, et ça correspond à une poussée de pointe équivalente à 200 kg en fait. Avec bien sûr la vitesse qui est importante, il y a aussi le temps de combustion d'environ 3,1 secondes et le poids doit être inférieur à 28,5 kg. Donc toutes les équipes sont jugées sur tous ces éléments et pas seulement, encore une fois, le vol de la fusée. Donc les rapports écrits doivent être détaillés pour démontrer leur projet depuis la conception, pourquoi ils ont tel matériau ou telle forme, tel fuselage, tel moteur, jusqu'à la réalisation, donc le lancement et puis toutes ces collectes de données. Ce qui fait dire au directeur de division de l'éducation de l'agence spatiale taïwanaise que c'est une véritable épreuve multidisciplinaire qui doit justement prendre en compte ce qu'ils ont appris à l'école ou sur place, parce qu'il y a quand même tout un atelier de formation avant. Oui, c'est un gros projet quand même de construire ça. C'est incroyable pour des lycéens de faire ça quand même. Ouais, mais ça doit être génial. T'imagines, tu es dans un lycée technique qui se lance dans l'aventure spatiale et ton équipe, elle est retenue pour participer à un truc national comme ça. Donc, tu as une subvention du gouvernement, mais tu participes à une aventure où au moins, à mon avis, dans ta formation, tu te rappelleras de certaines choses que tu ne te rappellerais pas si c'était juste sur un banc d'école, quoi. C'est pas les mêmes niveaux que le TPE que j'ai fait en seconde. Hein. Mais en même temps, ils font ça, clair. On est déjà fin juillet, donc ça veut dire qu'ils ont probablement bossé après leurs examens pendant presque un mois encore. Oui, non, ils font des heures sup, mais ça fait sûr, partie. Ça dure, à mon avis, ils sont super contents de le faire, quoi. Voilà, alors Pingtong, on le disait, c'est pas choisi au hasard, c'est vraiment l'essor de toute cette politique de développement spatial de Taïwan. Sous l'égide de Taïwan, il y avait déjà un plan aérospatial développé sur 10 années pour l'industrie un peu plus complète de Taïwan, qui manquait beaucoup, et qui a été reconduit sous Lai-Ching-2 aujourd'hui. Et on le voit avec les satellites ou les micro-satellites ou les CubeSats qui sont envoyés régulièrement. En fait, il y en a plus d'un chaque année, même 2 parfois, de Taïwan, à des fins de recherche scientifiques ou à des fins de données météorologiques. Et ça rentre aussi dans ce cadre de développement national spatial. Et du côté justement de cet engouement des participants, il y a un jeune lycéen, Wu Pinghan, qui fait partie du lycée expérimental de Pingtong. Donc il est déjà sur place lui en fait, tout au long de l'année, mais son équipe est retenue et il trouve ça génial de se dire qu'avec ses camarades de classe, ils vont contribuer au lancement, d'abord à une construction de fusée, et il prend l'exemple de la fusée qui a plusieurs étages en fait. Alors eux, ce qu'ils font, c'est beaucoup plus simple. Là, ça peut être une mini-fusée d'1 mètre de haut, mais les plusieurs étapes ou étages de la fusée sont les plusieurs étapes et disciplines mises en jeu dans leur recherche. Alors il explique qu'il y a toujours des ajustements constants et un travail d'équipe de coopération nécessaire, parce que parmi ses camarades, il y a quelqu'un qui va être doué en sciences physiques. Lui, c'est plutôt les mathématiques, et chacun a besoin d'avoir sa spécialité pour ensemble réussir à avoir les meilleurs atouts en fait pour collaborer et surtout essayer de résoudre les problèmes au fur et à mesure qu'ils les rencontrent. Il y a aussi tout ce qui est gestion de projet aussi, comment gérer plusieurs personnes, un calendrier, tous les besoins logistiques en fait de tout ça aussi. Tout à fait, voilà. Ouais. Donc encore une fois, c'est 15 équipes, donc 5 d'étudiants et 10 de lycées qui participent à cette aventure. Alors ils sont épaulés par des spécialistes de la TASA, donc de l'Agence spatiale nationale, dans leur aventure, par leurs professeurs aussi, donc des experts dans cette recherche. Et en parallèle de ça, pour celles et ceux qui n'ont pas été retenus et qui ont envie d'y participer, déjà toute la compétition elle est diffusée en direct sur le site de la TASA, donc n'importe quelle personne du public, jeune comme moins jeune, peut y participer avec des commentaires de professeurs et d'experts pour comprendre, pour faire comprendre au grand public des concepts en fait très, très précis en physique, en aérospatiale, en mathématiques, qui a besoin pour que ça marche ou non justement dans leurs différentes épreuves.
Et en plus de cela aussi, le comté de Pingtung organise 2 jours de forum, donc hier et aujourd'hui samedi, en parallèle. Ça s'appelle le Forum des jeunes entrepreneurs de la péninsule, qui aborde justement tous les sujets, donc c'est de Pingtung jusqu'à Renchuan, qui aborde tous les sujets liés au développement de l'aérospatial en faisant intervenir les startups qui veulent élire domicile sur place. Donc c'est bien sûr engagé comme forum pour attirer encore une fois du monde sur place. L'objectif, il est clair, c'est cultiver aussi des talents pour l'entrepreneuriat spatial, qui est un peu le grand pari lancé pour le développement industriel du Sud dans les prochaines années, quoi. Mais c'est intéressant de voir aussi que ce forum peut aussi former des jeunes, en tout cas pas forcément former, mais au moins essayer de les attirer, quoi, d'attirer une certaine curiosité, de se dire tiens, moi j'aimerais bien me lancer dans cette aventure ou en savoir plus. Et puis c'est une nouvelle opportunité de développement pour un lieu qui jusque-là n'était pas forcément très développé au niveau des études ou au niveau de ce genre de développement scientifique, quoi. Bah, c'est vrai que c'est aussi à l'opposé de Taipei. Enfin, il n'y a pas le train à grande vitesse qui arrive jusqu'à... Pas encore. Pas encore. Encore. Oui, c'est vrai que c'est en projet, Ouais. mais c'est vraiment excentré en tout cas. Donc c'est bien aussi pour cette région-là, je pense, Tout à d'avoir fait. un autre développement. Parce que jusque-là, ils sont connus pour les mangues. Et, Ils sont connus pour le site, c'est où exactement par rapport à dans le Chopeng, comté de le Pingtung? village de Chopeng, c'est une baie qui est un petit peu plus au nord de... c'est le Je long sais de pas la exactement. côte. Ouais, Tu vois Pingdong. Enfin, tu descends, c'est avant Fangliao et tout ça, je pense. tout Avant à fait. Fangliao. Ouais. Mais c'est vraiment un gros truc le long de la côte en Ah descendant. oui, donc c'est pas très loin même de Kaohsiung en fait. Ça fait pas très très loin de Kaohsiung. Donc c'est pour ça que les infrastructures de c'est- transport sont déjà quasiment prêtes et que c'est un site qui se prête à un développement. ouais, je vois bien cet Toutes les endroit. conditions sont réunies pour bien développer ce site, quoi. C'est tout près de Donggang en fait. D'accord. Voilà, tout à fait. Ok. Et du coup, ça deviendra la capitale spatiale de Taïwan dans les prochaines années, et sans doute avec des jeunes dont on espère qu'ils seront satisfaits de cette première compétition, qui en appellera d'autres, parce que c'est quelque chose qui est appelé à durer, d'après en tout cas la chef du comté de Pingtung. Voilà, il faudra donc peut-être voir si nous on a aussi des résultats après coup, parce que là on l'enregistre un petit peu en amont. Oui. Mais il y aura peut-être... Les résultats, on les aura. S'il y a des innovations ou des choses même qui ont plus ou moins dans bien Taïwan, marché, on début l'action à on- suivre. J'espère qu'on aura en effet de quoi avoir des interventions des étudiants qui ont participé, quoi. Voilà, à suivre dans les prochaines émissions. D'accord, bien merci Fix. C'est inspirant en tout cas de voir tout ça. Peut-être qu'on continue dans le domaine de la recherche, Oui. Ouais, vas-y. mais en passant côté médical. Mhm. Donc il y a des adultes d'ailleurs qui viennent d'une équipe de recherche de l'hôpital des anciens combattants de Taipei. Donc on change un petit peu de classe d'âge, mais ils ont découvert en fait que des concentrations spécifiques de micro-ARN dans le sang peuvent aider à déterminer le risque de migraine et l'état de la maladie avec un taux de précision de plus de 90%. Et en fait, c'est une étude qui est assez pionnière dans le sens où il y a très très peu d'études au monde qui arrivent à identifier un biomarqueur lié avec la migraine, parce que c'est quelque chose qui est très commun, mais il y a peu de preuves biologiques où les IRM ne montrent souvent aucune anomalie, et donc il y a peu d'outils qui permettent de quantifier un petit peu la douleur, à part ce que dit la personne qui a une migraine. Mais les médecins devaient se fier aux descriptions des patients. Et donc, ça conduit aussi souvent la migraine à être considérée comme quelque chose d'assez bénin. Et donc là, il y a une étude qui permet donc de mettre un lien avec les concentrations de micro-ARN. Donc, la migraine, il faut savoir aussi que c'est un des troubles neurologiques les plus courants dans le monde, qui peut atteindre jusqu'à 15% des gens. Selon un des chercheurs, Wang Shujun. Et plus d'1 milliard de personnes dans le monde souffrent de migraines, dont près de 2 millions à Taïwan.
Donc ça fait quand même beaucoup de gens qui 2 seraient... millions sur 23 millions d'habitants, c'est une grande proportion. Ouais. Ouais. C'est beaucoup de gens qui sont affectés par ça. Et ils ont aussi précisé que la migraine est la deuxième cause d'invalidité chez les 15 à 49 ans. Et donc ça impacte à la fois le travail, l'éducation et la qualité de vie en général, parce que c'est vraiment handicapant en fait quand on a une migraine, et souvent en plus c'est très persistant, ça revient fréquemment. Et il a aussi précisé que les femmes sont 3 fois plus susceptibles que les hommes de souffrir de migraine. Ça, c'est normal parce que les hommes, généralement, on n'a rien dans la tête. Donc... on est moins sujet. Non, toute blague mise à part. Déjà, je pense que ça dépend. Voilà, après le contenu de ce qu'il y a dans la tête. Non, mais voilà, c'est encore difficile d'expliquer pourquoi. Mais pendant la conférence de presse, Chen Shipin, donc le directeur de la division de recherche de cet hôpital, a expliqué que les migraines sont complexes et surtout comportent des phases distinctes, donc l'attaque et la non-attaque, au cours desquelles l'organisme subit beaucoup de changements, et donc ça rend la maladie assez difficile à étudier. D'accord. Mais malgré ça, donc voilà, il n'y avait pas encore d'outils de diagnostic qui étaient là. Les migraines sont souvent attribuées à la constitution, donc ce qui est assez vague. Ça fait référence à la fois à l'interaction entre les gènes et les facteurs environnementaux, dont certains sont détectables, mais d'autres sont assez difficiles à préciser, en fait. Et donc, des recherches ont été menées l'an dernier par des lauréats du prix Nobel de physiologie ou de médecine qui ont mis en évidence comment les micro-ARN, qui sont donc des molécules composées d'environ 20 à 25 nucléotides, régulent l'expression des gènes et influencent la fonction de l'ADN. Ne m'en demandez pas plus, c'est l'article qui dit ça. Et c'est en détectant cette concentration qu'on peut savoir s'il y a un risque de migraine, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc c'est une recherche qui a été effectuée avec 120 participants, dont des personnes en phase de crise et de non-crise de migraine, et certaines souffrant de migraine chronique, et avec aussi un groupe de témoins sains. Et grâce au séquençage de nouvelles générations, les chercheurs ont identifié ces micro-ARN sanguins qui seraient potentiellement donc liés aux migraines. Et l'équipe a pu développer grâce à ça un modèle prédictif composite basé sur les différences de concentration de micro-ARN pour identifier l'état et le risque de la migraine. Et ce qui est intéressant, c'est que cette étude a aussi révélé comment les micro-ARN liés à la migraine interviennent aussi dans la régulation des voies de signalisation des hormones œstrogènes et prolactine. Et donc, voilà, ça c'était déclaré par la chercheuse Zhang Yaxuan, qui travaille à l'Institut de médecine moléculaire et génomique de l'Institut national de recherche en santé. Et donc, ça permet d'expliquer pourquoi les femmes sont plus sujettes aux migraines que les hommes. Donc, ça n'a rien à voir avec le contenu du cerveau. D'accord. C'est les micro-ARN qui sont responsables. J'étais donc hors sujet. Voilà. D'accord. Et puis, ça permet aussi de fournir des données pour la recherche sur les différences entre les sexes en matière de troubles neurologiques, parce qu'il pourrait y avoir ce même système qui se passe pour d'autres situations que la migraine, en fait. Selon Chen Shipin, cette étude est l'une des rares au monde à permettre l'identification en temps réel des crises de migraine avec des preuves biologiques. Et donc, en fait, ça permettrait d'utiliser une goutte de sang pour des tests cliniques à la fois rapides et faciles, qui permettraient aux médecins d'identifier les patients à haut risque avant les crises de migraine et de suivre la progression de la maladie. D'accord, donc on pourrait quand même en amont détecter les risques, quoi. Voilà, et ça permettrait aussi donc de fournir un traitement rapide pour soulager la douleur et évaluer la réponse aussi thérapeutique, ce qui contribue aussi à avoir une médecine de meilleure qualité en fait, et qui soit pas juste basée, comme c'était le cas pour l'instant avec la migraine, sur comment est-ce que la douleur est ressentie, exprimée et entendue par le médecin en face. Donc ça permet vraiment d'avoir quelque chose de plus quantifiable et donc un traitement plus adapté. Voilà, ouais. On espère bientôt. D'accord. Et juste pour conclure, les résultats de cette étude ont été publiés dans le numéro de juin d'une revue de neurosciences qui s'appelle Brain. Voilà. Brain comme cerveau. Brain comme cerveau, un cerveau anglais en plus. Voilà, il y en a là-dedans.
Alors, eh bien, c'est à moi de vous parler de ces objets Paiwan. Alors, il s'agit d'objets de la collection du Musée national de la culture mondiale en Suède, qui vont être exposés au Musée du patrimoine de la commune de Shudze, dans le comté de Pingdong, en octobre prochain. Alors, il y a des sculptures, des coiffes, des habits, des objets que l'on trouve traditionnellement dans les maisons Paiwan de la région de Shudze, où vivent les Paiwan du Sud. C'est une classification dialectale faite par les linguistes à Taïwan. Et il s'agit d'objets collectés au sein de la communauté au début du XXe siècle et qui ont atterri dans cette collection suédoise. Il n'y a pas vraiment de précision sur la manière, mais bon. D'accord. Et alors, le chef de la commune était particulièrement touché que ces objets reviennent dans la commune, même si c'est que de façon temporaire, puisque ce sont des objets qui ont appartenu, selon lui, qui ont été utilisés par leurs ancêtres et qui ont fait un voyage de près de 9000 km pour arriver dans le sud de Taïwan, donc c'est quand même quelque chose de symbolique pour eux. Et la commune espère que l'exposition permettra de rappeler aux jeunes leurs racines et de susciter peut-être un intérêt, un sentiment de fierté d'être Paiwan auprès des jeunes. Le chef de la commune a aussi précisé que le musée du patrimoine avait commencé à collaborer avec le musée national de Taïwan en 2022 pour aider le musée suédois à déterminer si certains objets de leur collection appartenaient ou non à la culture Paiwan, parce que des fois, on ne sait pas très bien. D'accord. Peut-être qu'il y a des objets qui ont été ramenés ensemble, collectés auprès de différentes communautés, et puis ça a peut-être été mélangé. Alors après 1 an de travail, les 3 musées ont confirmé l'origine Paiwan des objets et ont signé ensuite un protocole d'entente en 2023 qui a permis de poser la base de l'exposition qui ouvrira en octobre prochain. Des membres du bureau de la commune se sont même rendus en Suède en 2024 pour visiter le musée et pour discuter des conditions de stockage, d'entretien, d'exposition des objets et pour préparer sans doute cette exposition qui restera ouverte jusqu'à la fin de l'année 2025. Donc ce sera une exposition assez courte malheureusement. Ça fera quoi, 2 mois et demi, 3 mois quoi. Oui, voilà, pas plus. Et cette histoire m'a rappelé que j'ai eu l'occasion de visiter il y a quelques semaines, lors d'un passage à Paris, le musée du Quai Branly Jacques Chirac, et que j'ai trouvé parmi les objets exposés 2 objets taïwanais, qui étaient 2 pièces appartenant justement à la culture Paiwan. Alors il y avait notamment un panneau de piliers aux ancêtres, qui orne les piliers aux ancêtres des riches maisons Paiwan en pierre d'ardoise. D'accord. Donc c'est un panneau qui date du XXe siècle, et qui est entré dans les collections nationales en 2001, après avoir appartenu au musée Barbier-Mueller de Genève. Donc on peut voir une représentation d'ancêtres mythiques qui portent une boîte à bétel à la ceinture, avec une coiffe à bois de cerf. Il y a aussi des chiens de chasse et des vipères qui encadrent le personnage, et les yeux des ancêtres sont incrustés de céramique chinoise. Le deuxième objet était un plateau en bois sculpté assez gros qui pesait presque près de 2 kilos. Ça date également de la première moitié du XXe siècle, avec un décor concentrique de représentation d'ancêtres stylisés, donc ça faisait comme une petite frise, avec aussi des frises de losanges qui évoquent le corps du serpent mythique Paiwan, la vipère au 100 pas, qui est aussi l'emblème des grandes familles Paiwan. Et cet objet est entré en 1970 dans la collection du Musée de l'Homme, dont les collections ethnographiques ont ensuite été transférées au musée du Quai Branly quand il a été créé. Et figurez-vous qu'en cherchant sur le site du musée, et en explorant la collection des objets Paiwan, on trouve quand même 187 résultats. Donc c'est pas mal. C'est pas mal, oui, en effet. Avec beaucoup de photos, et notamment des photos prises par le célèbre anthropologue Georges Condominas, qui est décédé en 2011, avec par exemple une photo du village Sepaiwan, prise en 1969, qui est un peu dans la montagne du comté de Pingdong. D'accord. Et à l'époque donc où le village était encore habité par de nombreuses personnes, et qui aujourd'hui compte seulement quelques personnes. Il est habité alors il y a une maison dont je suis sûre qu'elle est habitée de manière permanente, puisqu'elle fait maison d'hôtes. D'accord. Mais pour le reste, c'est pas mal, c'est plutôt en ruine en fait. C'est un village plutôt en ruine, donc c'est beau de voir ce village qui a l'air si vivant sur ces photos. Et les photos de Condominas sont d'ailleurs mélangées avec des photos qui sont visiblement prises à l'île des Orchidées. Donc là aussi, ils ont dû un peu s'en mêler les pinceaux.
quelque part. Ça peut se comprendre parce que tu n'es pas forcément spécialiste de tous les lieux, de tous les domaines, en effet. Mais... Mhm. Et sinon, on trouve des couteaux à longue lame, des boîtes de divination réservées aux chamans paiwan, des coiffes cérémonielles, des ceintures, des bijoux, des peignes ou encore des cuillères sculptées avec des hommes comme ça. Il y a des pipes, des mortiers à bétel sculptés. On trouve aussi des châles de deuil et pas mal d'habits traditionnels brodés. Et je me suis rendu compte que beaucoup d'objets provenaient de la deuxième mission Ferrel, qui a été formée justement pour collecter des objets pour le musée de l'homme et qui sont ensuite entrés dans la collection en 1970. Donc je ne sais pas si les auditeurs se souviennent de Raleigh Ferrel, mais on avait beaucoup parlé de lui. On avait fait une ou deux émissions longues d'une vingtaine de minutes. Oui, c'est ça. Donc c'est un linguiste et anthropologue célèbre à Taïwan et qui est mort en 2019. Et donc on avait fait plusieurs émissions sur lui à l'occasion de la publication de ses notes de terrain et de la distribution du livre aux habitants du village paiwan de Tuban lors de la cérémonie des 5 ans. Et donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller rechercher ces émissions qui normalement sont toujours disponibles, on espère. C'est notre site, tout à fait. On a un peu des problèmes de stockage. Normalement, ça va. Mais c'était suffisamment récent, donc je pense que c'est encore là. Ouais. Oui. Et si ça intéresse les auditeurs, je vous invite à aller explorer en ligne sur leur site internet la collection du musée du Quai Branly, qui est plutôt bien faite. C'est le site qui est bien fait et qui comporte aussi des objets d'autres groupes autochtones de Taïwan. C'est ce que j'allais demander, parce que tu parlais de 187 objets recensés. Seulement Paiwan. Seulement Paiwan, donc il y a forcément d'autres aussi. Oui, donc par exemple, il y a des objets Puyuma collectés par la mission Josiane Coquelin et intégrés aussi au musée de l'homme en 1990, donc quand même 20 ans plus tard. Josiane Coquelin qu'on avait aussi interviewée à RTI, donc vous pourrez aussi retrouver cette émission-là si ça vous intéresse. Elle a aussi une vie... impressionnante et une énergie incroyable à plus de 80 ans. Et il y a aussi 43 objets atayal collectés lors de la mission Lucie Raoult, une ethnomusicologue française, pardon, je ne sais pas trop comment prononcer son nom, qui a été responsable de l'immense collection des instruments de musique du Musée de l'Homme de 1994 à 2000. Donc il y a plusieurs guimbardes parmi les objets ramenés de cette mission et qui sont entrés dans la collection du Musée de l'Homme en 1972. Et pardon, vas-y. Non, j'allais dire, on imagine que ces missions qui ont permis de collecter ces objets ont été faites dans le respect des cultures locales. Ça n'a pas été un pillage à la Napoléon, quoi. Oui, les pillages, ça a eu lieu même bien plus tard jusqu'à bien plus tard que Napoléon. Mais en fait, ce qui est intéressant, justement, au musée du Quai Branly, en ce moment, il y a une exposition sur l'expédition Dakar-Djibouti. C'est une exposition sur une expédition coloniale dans les années, je crois, 1931-32, qui a traversé plus d'une dizaine de pays qui étaient presque tous des colonies à ce moment-là, sauf l'Éthiopie. Et donc, ils ont collecté beaucoup d'objets, mais beaucoup ont été en fait volés ou alors acquis de force. Et donc, c'était une exposition qui proposait justement un regard critique sur les méthodes de cette exposition. Et c'était vraiment très bien fait. Je recommande. Mais là, on est loin donc de ce climat. Non, après, les années 70 et 90, c'est bon. D'accord. On peut plutôt admirer les collections... les yeux fermés, on va dire. Voilà, et si on veut admirer les objets paiwan du musée suédois, donc ce sera à Pingtung en octobre. Voilà. Eh bien voilà. Bien, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi l'émission On en parle à Taïwan de ce dimanche, qui était animée par... Lisa Dufaux, Floriane Day et François-Xavier Boulet. Bye bye. Au revoir.